Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Casa Foot, votre podcast, magazine, balado, diffusion et vidéo-diffusion qui porte sur la Bundesliga et le football allemand en français. Mathieu Lemay, votre animateur, qui vous retrouve avec plaisir en compagnie du Kaiser en chef, toujours occupé, ne serait-ce que pour la promotion de son nouveau livre, dont il est co-auteur et directeur à l'ombre du Big Five, et également, bien entendu, rédacteur en chef du magazine Vrai pour la gymnastique, mais comme toujours, correspondant pour parler du football allemand sur différents réseaux comme Radio Foot International ou bien RTL et même les podcasts d'Eurosport, son employeur. Je retrouve donc avec plaisir David Lortolari. Allô, Frenda, comment ça va? Allô Mathieu, salut à tous. Ça va pas mal, on est en train de digérer, je sais que tu voudras en dire un mot bien sûr parce que c'est brûlant, on est en train de digérer les échecs récents de l'équipe nationale d'Allemagne et puis le championnat va reprendre son cours juste après que vous aurez écouté ce podcast, donc ça aussi c'est l'actualité brûlante parce que on le répète, on insiste Mathieu, tu as raison de mentionner un maximum de clubs. Cette saison, il y a une concurrence en Bundesliga et c'est forcément très agréable pour tout le monde. Très agréable, effectivement. Mais comme tu l'as dit, on va amorcer l'émission avec la Mannschaft, puisqu'on a toujours l'occasion d'en parler un peu dans notre format magazine, puisqu'il y a toujours les pauses internationales. Et comme le prochain podcast sera le bilan de mi-saison, donc c'est le moment idéal de le faire, puisque la prochaine pause n'est pas avant l'an prochain. Donc, Julian Nagelsmann est en poste, là, c'est confirmé. Et pour cette nouvelle pause et pour les deux matchs amicaux qui étaient au programme contre la Turquie et contre l'Autriche, dont tu as écrit d'ailleurs le chapitre à l'ombre du Big Five en passant. Peut-être que tu pourras en glisser un mot détourné dans ton analyse. On a senti que Nagelsmann voulait expérimenter pas mal de choses, dont un truc vraiment, vraiment fascinant, c'est de placer Kai Havertz au poste de latéral gauche. Ça, j'avoue que je ne m'attendais pas à celle-là. Ceci étant dit, ces expérimentations ont tourné un peu rond, parce que non seulement l'Allemagne, devant ses partisans, un peu désillusionnés, on est d'accord là-dessus, se sont inclinés contre la Turquie 3-2. Il y a quelque chose d'un peu géopolitique là-dedans, considérant la forte immigration turque en Allemagne. Je ferme la parenthèse. Mais ensuite, un échec contre l'Autriche 2-0, ce qui n'est pas sans rappeler justement à l'époque où l'Autriche dominait, on va dire, avant la Deuxième Guerre mondiale et l'Allemagne n'était pas dans le portrait à l'époque. Enfin, je ferme aussi la parenthèse. Toutefois, si on revient sur le plancher des vaches, ces échecs allemands, ça vient un peu se joindre avec les échecs qui se suivent et se ressemblent pour la Mannschaft depuis plusieurs années. Et malgré quelques réussites récentes, dont une victoire contre la France, lorsque Rudi Völler était sélectionneur par intérim, on sent que le travail, là-dessus, c'est moi qui me répète, le travail à faire, le chantier à faire, à construire pour la Mannschaft sera de longue haleine. Et ce serait étonnant qu'à l'Euro 2024, que l'Allemagne puisse aller le remporter au vu de ce qu'on voit, parce que malgré les expérimentations de Nagelsmann, on a l'impression que ce sont encore une fois les mêmes faiblesses qu'on a évoquées tant de fois qui ressortent. Alors avant de parler d'une solution de court terme pragmatique et qui ne me paraît pas inconsidérée, avant d'évoquer ça comme solution pour 2024, des constats, effectivement, des constats. Premier constat, c'est ce désintérêt du public parce qu'en Allemagne, on a une culture de la gagne qui a été incarnée récemment par un Oliver Kahn, un Schweinsteiger, qui a été incarnée précédemment par les générations qui ont brillé avec le Bayern dans les années 70, 70, pour ceux qui sont dans les pays voisins de la France qui nous écoutent notamment, ou des naissances miraculeuses, comme dans les années 50 avec le miracle de Berne. On a perdu cette culture-là et il y a un désintérêt, un désamour, un repoussoir de cette équipe qui a des joueurs intéressants, des artistes, on peut même peut-être les qualifier pour certains, mais qui n'arrivent plus à gagner de manière précisément pragmatique et qui est aujourd'hui devenue une nation moyenne si on considère les résultats récents. Donc des amours, des intérêts. Constat aussi du public, des observateurs, que en ce qui concerne l'aspect défensif, l'Allemagne présente des joueurs qui ne sont pas au niveau mondial, au niveau top class. On peut tourner le truc dans tous les sens. Aujourd'hui, quand vous mettez ensemble, alors je fais une petite liste au-delà des 4 défenseurs théoriques d'une équipe nationale sur un coup d'envoi, mais quand vous mettez Hummels,
sans doute désormais un peu âgé, un peu ancien, un peu lent. Quand vous mettez Rudiger, quand vous mettez Ta, quand vous mettez Hendricks, quand vous mettez ces joueurs-là dont on a l'habitude, Ginter aussi. Bon, le constat est partagé que ce ne sont pas des joueurs de top niveau mondial. Donc il y a le problème de la défense. Ça, c'est compliqué. Au milieu de terrain, il y a un problème d'équilibre entre des joueurs qui sont portés vers l'avant, sous-entendu peut-être trop. Ilkay Gundogan, le capitaine, Joshua Kimmich aussi, et puis les milieux offensifs que tout le monde connaît. En plus de ce souci, il y a un souci de jeunesse aussi. La jeunesse, c'est bien, la jeunesse, c'est aussi insouciant et inexpérimenté, donc dangereux pour un sélectionneur d'aligner tout un tas de jeunes. Quand on avance encore sur le terrain, le constat est beaucoup moins partagé d'un niveau en question en ce qui concerne les attaquants. En Allemagne, on considère que les Musiala, les Wirtz, les Gnabry, les Sané et quelques autres, Brandt, entre autres aussi, ont le niveau mondial. Ça, c'est pas tellement mis en question, mais nous, on peut quand même s'arrêter une minute en disant, OK, de bons artistes, de bons dribbleurs, mais ce qu'on a vu récemment, c'est insuffisant. Pas de réalisme, peu d'occasions de but, peu de buts marqués, beaucoup de déchets dans le jeu, beaucoup de brouillons dans le plan, dans ce qu'on veut faire, peu de fluidité, et finalement, on est obligé, finalement, à l'arrivée, de remettre en question leur niveau individuel et collectif. Donc ça fait beaucoup. Sans parler du gardien, parce que ça, le gardien, c'est une autre problématique sur laquelle on ne reviendra qu'en 2024, lorsque Manuel Neuer prétendra à nouveau au poste de numéro 1, donc au mois de mars, tu l'évoquais Mathieu, c'est les prochains matchs internationaux, il y en aura je crois 3 pour se régler pour l'Euro. Donc ça fait beaucoup de problèmes, et en plus de ça, une espèce de parfum qui flotte au-dessus de tout ça, cette sensation que le mot-clé mentalité, le mot-clé la gagne à tout prix, la culture de la gagne allemande a complètement disparu depuis 2018, disons. Échec en Russie, ça n'a pas fonctionné derrière en 2020-2021, ça n'a pas fonctionné derrière non plus au Mondial au Qatar. Donc il y a cette perte d'influence, cette perte de respect. L'équipe nationale allemande, et on en convient en Allemagne, ce n'est pas moi qui le dis, a perdu le côté on fait peur au coup d'envoi à l'adversaire, complètement. Ça s'est vu contre l'Autriche, bien sûr, ça s'est vu contre la Turquie, et ça s'est vu contre d'autres adversaires aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve, si on veut résumer Mathieu, avec une équipe entre guillemets moyenne, une équipe dont on se dit elle peut toujours réussir quelque chose, mais vis-à-vis de laquelle on a de plus en plus de doutes. Et donc, solution, pour en terminer avec mon propos, solution à court terme, solution pragmatique, solution raisonnable, je crois, et on va voir ce que le sélectionneur va choisir, il s'agit de bien figurer chez soi en juin-juillet 2024. Ça veut dire qu'il faut une équipe qui puisse réussir un résultat acceptable. Et donc, il ne peut plus s'agir d'empiler les talents offensifs avec l'espoir qu'on va marquer des buts, parce que ça, c'est la loterie, c'est la roulette russe. Ça veut dire, je pense, qu'il faut revenir à une défense à 4, qu'il faut revenir à un milieu défensif à 2, avec 2 milieux défensifs de métier, qui seraient donc Andri, venu de l'Union Berlin et qui est désormais à Leverkusen, et Pascal Gross, qui a été appelé en équipe nationale lui aussi récemment. Ces deux-là, probablement ensemble. C'est un sacrifice, ce serait un crève-cœur évidemment pour le sélectionneur parce que ça l'obligerait à se passer de talents supérieurs. Mais aujourd'hui, au niveau où elle en est, Mathieu, l'équipe nationale est obligée d'ancrer son jeu sur une défense un peu plus stable, un peu plus fiable, avant d'imaginer marquer des buts. Et ce qui va dans le sens de ce que je viens de dire, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de 5 ou 6 artistes sur le terrain pour faire des différences en attaque. 2 ou 3 pourraient suffire, et on les a évidemment à l'esprit. Wirtz, indispensable. Musiala, indispensable. Et peut-être un Sané, parce qu'en Allemagne, il a acquis beaucoup de crédit récemment, avec évidemment, pour terminer, un avant-centre, quel qu'il soit, que ce soit Füllkrug, que ce soit l'avant-centre Behrens, que ce soit Niklas Dorsch, qui vient d'être appelé aussi.
Voilà, des joueurs moyens, mais au moins une équipe qui te permet de dire je ne vais pas sombrer, je ne vais pas prendre l'eau à l'Euro, je vais présenter un niveau équilibré qui me permettrait peut-être au moins déjà de sortir de ma poule, puis de gagner peut-être 1 ou 2 matchs pour arriver en quart et en demi, ce qui susciterait un enthousiasme et un répit sur lequel on pourrait construire pour le futur. Voilà ce que j'imagine. Je ne vois pas trop comment le sélectionneur va pouvoir faire autrement, Mathieu. Ben, en fait, quand j'ai regardé les joueurs qu'il avait été chercher, je me demande s'il ne s'y prépare pas déjà un peu à ton idée. Et d'un autre côté, je suis d'accord avec toi parce que à l'intérieur de ton idée, même si tu évoques le pragmatisme, c'est un pragmatisme qui en soi vient à contre-courant de ce qu'on a vu ces dernières années, dans le sens Mhm. où on met des joueurs qui n'ont peut-être pas l'étiquette des gros noms auxquels on a été habitués ces dernières années, Mhm. mais dont les profils et les postes qu'ils occupent correspondent à des besoins pour Bien moi, sûr. dont l'équipe allemande a besoin et que j'ai souvent répété depuis des années, même en ta compagnie, puis même à cette époque-là, tu tenais un autre discours. Oui, Là, dans ce que tu dis aujourd'hui, j'ai l'impression que enfin, tu suis un peu, je dirais pas ma ligne, ce serait un peu hautain de ma part, mais une ligne, disons, et qui effectivement rejoint un peu un constat là, général que là, maintenant, on peut se dire, là, à peu près, beaucoup de gens ont réussi à constater, à faire le constat de ça. Et donc, moi, effectivement, pour moi, c'est pas une prise de risque. C'est même quelque chose qui, pour moi, se tient debout. Et tant pis si l'équipe n'a pas les résultats tout de suite, puisque la reconstruction, elle est longue, on le sait. Mais tant qu'à reconstruire, prends des joueurs qui occupent les postes en fonction de ce que tu veux bâtir comme collectif. Et le talent individuel, il y en aura toujours. Tu as parlé de Wirtz, tu as parlé de Moussiala. Ils seront là, là. Il y en aura quand même. Et le talent sera là pour transcender les autres autour de toi. Ce que Beckenbauer faisait à son époque. J'ai pas souvenir, moi, que l'équipe allemande qui a gagné la Coupe du Monde dans les années 70, je suis allé voir les noms. C'était peut-être des gros noms à l'époque, mais je suis persuadé que dans la hiérarchie ou dans une échelle de valeur, c'était tous des superstars en Bundesliga à leur époque. Là. Non, non, ça tournait autour de 3 joueurs, mais les autres, c'était des bons joueurs, mais qui occupaient les postes clés parce ils savaient quoi faire. Et Beckenbauer autour créait une aura qui faisait que tous ces joueurs-là montaient leur jeu d'un cran. Voilà. Je le décris comme ça. Je ne dis pas que ça prendrait un autre Beckenbauer, mais au moins, commençons par l'ossature et la colonne vertébrale. Et d'ailleurs, une question rapide. On sait que Musiala a été blessé récemment et j'ai cherché des nouvelles sur sa blessure. Il y en a eu très peu qui ont été diffusées. Est-ce qu'on a du neuf concernant la durée de son absence à Musiala? non, non, pas d'infos toutes fraîches. Il est absent pour le moment. Je ne crois pas qu'il fasse partie des joueurs pour lesquels on se projette tout de suite en 2024. Donc je pense qu'en décembre, on peut le revoir. Il n'y a pas d'informations inquiétantes qui a fuité non plus côté Bayern. Mais on s'est aperçu que c'était une absence qui comptait. On s'est aperçu aussi que quand Wirtz n'était pas là, ça comptait en équipe nationale. Et Havertz reste un point d'interrogation parce qu'il a apporté quelque chose à ce poste hybride défensif quand on n'a pas le ballon, beaucoup plus offensif quand on a le ballon là sur l'expérimentation récente. Mais je Euh, préférais un vrai latéral gauche quand même s'il est plus voilà. offensif. Voilà, alors après, petite remarque sur ça, le sélectionneur vient d'arriver, donc il est normal qu'il se donne un peu d'espace, qu'il se donne un peu de temps pour essayer 2, 3 trucs, parce qu'on n'est quand même pas encore à 15 jours de l'Euro, et il est normal qu'il tente de trouver un équilibre, d'autant qu'aujourd'hui l'équilibre n'existe pas. Donc il est normal qu'il essaye des choses, et c'est une forme de courage, peut-être de témérité même, qu'il ait insisté du premier match contre la Turquie au deuxième match contre l'Autriche. Il y a eu 3, 4 jours entre les deux. Il a essayé de reproduire ce qu'il avait tenté au premier match. Ça n'a pas été hyper concluant, mais on ne peut pas critiquer Nagelsmann sous prétexte qu'il tente des choses sur les premiers matchs de son mandat. C'est tout à fait logique. Ça viendra en mars et évidemment a fortiori juste avant l'Euro, où là, il faudra se fixer sur un 11 de départ, forcément, parce que sinon, on court à la catastrophe. Bon, alors j'ai parlé justement de Moussiala et ça m'amène à parler un peu du Bayern parce qu'on n'en a pas parlé donc dans les dernières émissions. Je pense qu'il est temps d'en parler un peu. Il y a aussi Mathis de Ligt qui est blessé au sein du Bayern. Et je voulais savoir justement si ces blessures-là, ça ne risque pas de faire ralentir un peu les ambitions du Bayern, donc, surtout avec la saison extraordinaire que le Bayern Leverkusen connaît présentement.
Parce qu'on le voit, le Bayern montre des carences défensivement. Et là, avec la blessure à Dalit, on est très, très, très serré à ce poste d'ici au mercato. Et Musiala, c'est un meneur de jeu. Et si jamais la blessure s'avère à long terme, est-ce que Thomas Müller a encore le coffre pour le remplacer, par exemple, à ce poste-là? Ou est-ce qu'on ne va pas expérimenter autre chose du côté de Thomas Tuchel? Bref, malgré la bonne saison du Bayern, je me demandais à quel point les blessures au sein de l'effectif, ça ne vient pas un peu ralentir ou plomber un peu les ambitions du Bayern à brève échéance. Parce qu'on le sait, chaque point, chaque match compte dans une course comme ça par rapport à une équipe dirigée par Xabi Alonso qui semble savoir où elle s'en va et qui, selon moi, va être beaucoup plus difficile qu'on pense à désarçonner dans cette course. Très paritaire pour une fois en Bundesliga cette saison. Alors le plan comptable est très net, c'est-à-dire pas de défaite pour le Bayern en championnat. Il y a eu alors la coupe. La coupe, on met à part parce que c'est un trophée à élimination directe. Ça, c'est une cartouche qu'on oublie désormais pour 2023-2024. Mais sur le championnat, il n'y a pas eu de défaite. Il y a eu le nul contre Leverkusen qui fait qu'on est juste derrière au classement. Et c'était à l'Allianz Arena, j'ai hâte au match retour, par Voilà, exemple. c'est vrai, c'est vrai. Et en Ligue des Champions, on n'a pas perdu de temps. C'est-à-dire que ça a tangué un peu contre Galatasaray à l'aller, mais surtout au retour. Mais on n'a pas perdu de temps, on est qualifié. Et le Bayern est sur sa feuille de route pour la Ligue des Champions. Donc de ce point de vue-là, aucune urgence. Aucune urgence. Après, il y a quelque chose d'intéressant dans le comparatif. C'est qu'effectivement, côté Bayern, on tire un petit peu la sonnette d'alarme parce que l'effectif est court, parce qu'on est obligé par moment de faire appel à un ou deux jeunes joueurs de la réserve, à un ou deux jeunes joueurs, Franz Kretzig notamment, dont on va entendre parler dans les prochaines années certainement. Et on a peur peut-être, Tourelle notamment, même s'il a baissé un peu d'un ton à ce niveau-là, on a peur que euh, l'effectif soit un peu court sur la totalité d'une saison. Néanmoins, il y a des solutions de repli sur un match. Goretzka a déjà joué en défense centrale, Kimmich aussi sur une demi-heure. Ça, c'est possible, même si ce sont des solutions in extremis, disons. C'est possible. Et surtout, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que Harry Kane élève le niveau des joueurs autour. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas mesuré, à ce point-là en tout cas. Et de l'autre côté, parce que je parlais de comparatif, côté Leverkusen, Xabi Alonso aligne systématiquement le même 11 depuis le début de la saison, à de très très rares, exceptions près. Et il faut remonter aux années 70 pour retrouver un club, je crois que c'était Kaiserslautern à l'époque, qui avait si peu fait tourner sur ses 11 de départ. Donc il va y avoir une usure aussi, côté Leverkusen forcément, avec la Coupe d'Europe en plus. Il joue d'ailleurs jeudi, qui vient en Coupe d'Europe. Il va y avoir aussi une usure. Donc peut-être que ça peut s'équilibrer pour ce qui est du championnat, Mathieu, indépendamment de la Coupe d'Europe. Mais oui, oui, il y a forcément une petite inquiétude par rapport à un effectif court en Bavière et le fait que quand un joueur est absent, on n'a plus trop de solutions de remplacement. Après, avec Upamecano en défense centrale et Kim, c'est quand même très bien comme titulaire. Voilà, la difficulté, c'est s'il y a une nouvelle blessure, s'il y a un joueur fatigué. Là, Tourelle est un peu à court de solutions. Pour l'instant, on n'en est pas au stade où il faut vraiment s'alarmer, en tout cas. Mais il y a un aspect quand même positif du côté du Bayern, c'est qu'on a réussi à régler la question de l'avant-centre ou du Oui. neuf avec l'acquisition d'Harry Kane. Peut-être que du côté du Real Madrid, on s'en mord un peu les doigts, tellement que justement, Alphonso Davies est toujours convoité par le Real Madrid et Alphonso Davies a signifié qu'il voulait partir. Peut-être que tu pourras nous dire un mot là-dessus, mais juste avant, je veux t'entendre sur Harry Kane. Parce que là, on évoque la possibilité que si la tendance se maintient et s'il est en santé, il peut déjà battre le record de Robert Lewandowski de 42 buts, que ce dernier a inscrit il n'y a pas si longtemps, mais après 50 ans de domination de Gerd Müller comme meilleur buteur en Bundesliga avec 40. Donc, on a attendu 50 ans pour qu'un record soit battu. Et là, on attendrait que peut-être un an ou deux avant qu'il soit battu de nouveau. Et n'oublions pas qu'il y a Serhou Guirassy qui est revenu dans l'équation et qui serait peut-être en tête s'il n'avait pas été blessé. Donc, je pose la question, est-ce que le record de Lewandowski peut être battu dès cette année, que ce soit par Harry Kane? Puis je vais mettre Serhou Guirassy dans l'équation parce que je vais être juste et fair play. Est-ce que donc le record de Lewandowski peut être déjà battu cette année? Oui, alors Guirassy, phénomène, il est revenu, il a été décisif pour Stuttgart dès son retour. J'ai eu la chance de le commenter, mais il y a un pourcentage de chance, 10-15% peut-être, qu'il file
moyennant une grosse offre qu'il file dès cet hiver vers un pays plus riche au niveau du championnat. On pense évidemment notamment à l'Angleterre, mais il n'y a pas que l'Angleterre aujourd'hui, puisque le football se mondialise vers le Moyen-Orient, n'est-ce pas? Donc ça, il faut malheureusement avoir un œil là-dessus et on ne devra pas être complètement effarouché si ça devait se produire. Mais on ne le souhaite pas, évidemment, parce que 15 buts déjà, pour lui, c'est génial avec Stuttgart. C'est la révélation, bien sûr, de cette saison. Harry Kane, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est un peu plus complet que Lewandowski. Je le dirais différemment. Je dirais qu'il est plus buteur encore. On a vu Lewandowski, je me souviens d'un quadruplé contre le Real Madrid, absolument génial. Mais c'est son quintuplé en 9 minutes, Oui, dont voilà, je me quintuplé, souviens, tu as moi. raison. Quintuplé, tu as raison, Mathieu, merci. Mais Harry Kane est plus impressionnant encore parce que le geste juste, il est là où il faut quand il faut. C'est l'avant-centre par excellence C'est sa aujourd'hui. capacité d'adaptation, j'ouvre une parenthèse, moi, qui m'impressionne parce qu'il marque des buts. Ouais. À Tottenham, il le joue souvent dans des modes avec des jeux de transition, pas toujours, mais beaucoup avec ce style de jeu-là. Et là, avec le Bayern, c'est la possession, c'est la verticalité et il marque aussi. Donc, la faculté d'adaptation aux différents types de jeux sans que lui, au niveau de ses statistiques et de son apport, ne change, ça, c'est impressionnant. Alors, sur la moyenne, sur les statistiques, il est parti pour faire plus de 40 buts sur la saison. Mais bien sûr, ça dépend des circonstances d'une saison. On est obligé de laisser venir. Ce qui est sûr, c'est que l'attaque du Bayern est la plus forte du championnat. Ça n'est pas une surprise. 42 buts en 11 journées. On est nettement devant Leverkusen qui en a 8 de moins. Et on a beaucoup de solutions quand même. Ce qui veut dire que même si, et ça avait été le cas, souvenez-vous pour Lewandowski d'ailleurs, lorsqu'il a battu son record, même s'il s'absentait pour une blessure mineure, parce que Tourelle estime qu'il est bon qu'il souffle, à l'arrivée des matchs importants, en huitième et en quart de finale de Ligue des Champions en février-mars. On l'avait fait Euh, souffler, puis c'est pour ça que le Bayern a été éliminé en Coupe d'Allemagne. oui, c'est pas J'ironise un faux. peu. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais, non, mais ça montre que le joueur s'est vite plus qu'intégré. C'est que il incarne l'ADN de ce club-là via Rummenigge, via Eunès, via, tu l'as dit, Gerd Müller, via Roy Mackay, via Giovanni Elber, via Mario Gomez, Karsten Janker et d'autres moins illustres. Donc c'est l'incarnation aussi du club. Et c'est peut-être ça qu'on a du mal à mesurer. C'est-à-dire que c'est non seulement un joueur très, très fort, très utile, très important, qui mérite, je ne sais pas si le mot est juste, mais qui mérite qu'on ait mis une telle somme pour le faire venir. Mais c'est aussi la suite d'une destinée bavaroise. C'est-à-dire que c'est le joueur qui concrétise les occasions. Et c'est cela, on parlait de manque de respect vis-à-vis des adversaires de la Mannschaft tout à l'heure, c'est cela qui fait que le Bayern sera craint en Coupe d'Europe cette saison et c'est ça qui peut peut-être lui permettre de réussir quelque chose. C'est peut-être pas l'équipe la plus impressionnante au total, il y en a peut-être deux ou trois qui sont peut-être un petit peu plus impressionnantes, quoique, mais grâce à Harry Kane, on a évidemment une botte qui n'est plus secrète, mais un atout maître. Et aujourd'hui, oui, on ne peut pas s'en passer, même si Choupo-Moting, qui est un petit peu en partance, continue de rendre service, même si Thomas Müller, on le sait, peut aussi jouer sur tous les postes de l'attaque, et même si, parce que ça, faut surtout pas l'oublier, Mathys Tel est en train de s'installer, est en train de s'affirmer. Il a ralenti un peu là, dans les derniers matchs. Là. C'est encore un jeune, on le voit. Oui, Là. Il a bien connu un sûr. très fort départ. Là. Ça s'est un petit peu calmé au point que Thomas Tuchel a fait jouer un peu plus Choupo-Moting dans les derniers matchs, entre C'est autres. vrai, c'est vrai. Et alors pour ce qui est d'Alphonso Davies, le Bayern veut le conserver parce que le Bayern sait la valeur de ce joueur-là. Lui s'est peut-être senti un petit peu moins soutenu, un petit peu moins protégé. Il a envie aussi d'aller voir vers encore un peu plus de prestige. Donc ça va être vraiment incertain, sa destinée, son destin, pardon, l'hiver qui vient. On en revient à ce qu'on disait vis-à-vis de la blessure de Ligt. Le Bayern peut difficilement se permettre aujourd'hui de laisser partir des défenseurs, dans la mesure où il a laissé partir Pavard vers l'Italie, où il a laissé partir aussi en prêt Stanisic vers un concurrent en Bundesliga, n'est-ce pas? On s'est donc dépouillé, déplumé en défense, et je vois mal le Bayern lâcher Alphonso Davies sans chercher à contre-attaquer, sans chercher à proposer aux joueurs quelque chose qui pourrait le satisfaire. Donc cette affaire n'est pas faite.
Oui, quoique Davis a mentionné qu'il ne voulait pas signer une nouvelle entente avec le Bayern, mais son contrat ne finit pas tout de suite. Donc, probablement que le Bayern va attendre un peu, advenant le cas qu'on devrait le vendre. De l'autre côté, considérant la contre-performance de l'équipe canadienne contre la Jamaïque en Ligue des Nations, avec cette défaite à Toronto, la première en salle canadienne depuis des années, face à une équipe qui n'est pas un foudre de guerre offensivement, et le fait qu'Alfonso Davies ait encore une fois un peu trop individualisé sa performance, on peut se poser des questions sur la progression du joueur un peu. Oui, Il aurait peut-être besoin d'être recadré un petit peu. Ben, s'il s'en va au Real, il va être recadré aussi là-bas, je tiens à le dire. Le Real, malgré qu'on aime réunir des stars, l'aspect équipe a aussi un petit peu son importance puisque l'institution est plus puissante que les individus. Voilà, je ferme la parenthèse. Et c'est ainsi qu'on va passer à un autre sujet, maintenant qu'on a assez bien parlé de ton équipe de cœur. Je veux qu'on parle un peu maintenant du TSG Hoffenheim. On n'en a pas parlé dans les derniers épisodes, mais j'aimerais qu'on en parle parce qu'ils sont classés actuellement en position pour une qualification européenne, ou en tout cas, ils sont dans la course. Et j'essaie de savoir comment on explique les succès de cette équipe cette saison. Est-ce que c'est la part du coach américain Matarazzo? Est-ce que, justement, par ses décisions de muter Kramaric en milieu de terrain, comment on explique les succès de cette équipe d'Offenheim au point où il y a même eu des joueurs dans l'équipe qui, je crois, ont été appelés en équipe d'Allemagne par, justement, notre bon ami Nagelsmann. Comment, toi, de ton côté, ou en Allemagne, comment on décrypte ces succès de l'équipe d'Offenheim en dehors de le sempiternel Plastic Club mmh. qui, je crois, ne tient pas la route quand on regarde les sommes investies, là, quand même. Oui, alors comment on pourrait dire, hein, dans un vocabulaire peut-être un petit peu romantique, un jeu, c'est un jeu qu'on aime, quoi, un jeu qu'on aime, un jeu attirant, voilà, un jeu attirant qui est proposé par Matarazzo, un jeu avec du dynamisme, avec de l'offensive, et ça, c'est déjà un bon aspect. Après, il a réussi, me semble-t-il, à bien équilibrer son effectif. On a toujours Oliver Baumann dans les buts qui fait quand même toutes les semaines, sinon des miracles, du moins beaucoup de très bons arrêts qui donnent des points à son équipe. Ça, c'est un gardien quand même sous-coté qui fait partie des 4-5-6 grands meilleurs, des 4-5-6 meilleurs gardiens en Allemagne. C'est déjà bien. On a en attaque à l'autre bout Kramaric, je sais que tu voulais l'évoquer, mais je le confirme. Kramaric qui est un peu repositionné derrière Wout Weghorst, le grand attaquant néerlandais qui fait son office. On a des... Mais dont le compteur a débloqué récemment, mais finalement, C'est depuis que ça juste. a débloqué, ça va mieux quand même. Je m'attendais à ce Oui, que ça débloque plus vite parce qu'il connaît bien la ligue. oui, avec des solutions de repli, avec Ilas Bebou, avec Mergim Berisha, ouais, une attaque avec plusieurs arguments. Un milieu de terrain. Grisha Prömel vient d'être appelé par le sélectionneur. C'est typiquement le genre de joueur dont vous avez besoin quand vous voulez de la stabilité, c'est-à-dire un joueur qui va faire des efforts, un joueur qui va avoir ce côté soldat, qui a conscience de sa valeur, mais qui ne va pas se surestimer, qui ne va pas surjouer. C'est des joueurs avec beaucoup d'activité, c'est des joueurs qui apportent encore une fois un équilibre à une équipe. Il y a des joueurs qui sont revenus un petit peu à leur niveau. On pense à des joueurs qui ont été blessés. On pense à Florian Grilic qui est là. On pense à Denis Geiger, intéressant aussi au milieu de terrain dans cette équipe. Et puis ben, en défense, il y a des noms qui sont maintenant installés, beaucoup d'expérience. Mathieu Kevin Vogt, beaucoup d'expérience. Kader Jabek, le Tchèque, beaucoup d'expérience. Kabak, le Turc, beaucoup d'expérience. Kassim Adams, beaucoup d'expérience. Akpoguma, beaucoup d'expérience aussi maintenant en défense. Et ça fait une équipe solide, fiable, avec ce jeu. Et là, on est obligé de donner du crédit à Matarazzo. Ce jeu avec du courage, avec de l'offensive, ça fonctionne. Et si vous discutez avec les observateurs, avec les analystes, ils sont à leur place en Bundesliga et on leur promet pour cette saison à cette équipe d'Offenheim, on lui promet cet étiage-là, c'est-à-dire entre la 5e et la 7e place. Je pense que c'est pas mal. Peut-être ça ira mieux, même si d'autres devaient flancher pour des raisons d'Europe ou pour des raisons de conjoncture, de cycle. Offenheim me semble une équipe crédible, pertinente cette saison, et je ne vois pas trop pourquoi ça irait moins bien, parce qu'encore une fois, je viens de le dire, on a cité des joueurs, il y a des solutions de rechange, il y a des joueurs revanchards,
Et il y a beaucoup d'expérience, avec malgré tout une certaine fraîcheur aussi. Des joueurs qui ont été en dessous des radars souvent. Donc je trouve que c'est un bon cocktail. En tout cas, jusqu'ici, ça marche vraiment pas mal. En dessous des radars, je retiens cette formulation parce que j'ai souvent l'impression qu'Hoffenheim, saison après saison, c'est une équipe un peu comme ça, sous les radars, qu'on néglige peut-être de parler ou qu'on croit qu'elle ne figure pas dans l'actualité et puis tout à coup se rappelle à notre bon souvenir. On se rappellera du top 4 à une certaine époque et puis à un moment donné, même quand ça baisse un peu, ça revient tout le temps. Et franchement, non, cette équipe-là, d'une saison à l'autre, trouve toujours une façon de me surprendre que j'ai décidé d'arrêter de les sous-estimer finalement. Alors, mais j'aime bien avoir des explications un peu plus concrètes sur les succès, sur leur succès sur le terrain et de découvrir ces joueurs-là qu'on ne connaît pas. Je trouve que c'est une bonne chose, mais ça renvoie à ce que tu disais sur la Mannschaft. On revient au collectif encore une fois. Oui, il y a des joueurs qu'on connaît, mais c'est collectivement. Et comment un entraîneur, ou pourtant on avait Sébastien Onas avant, mais on a trouvé quelqu'un d'autre qui fait le travail, qui fait le taf, comme on dit chez vous. Et là, ça fait une équipe qui est dans le portrait des qualifications pour une place dans les compétitions européennes. Et là, ça promet pour la suite des choses. Une autre équipe dont je veux parler, mais en moins bien, je sais qu'on en a parlé avant, mais il faut qu'on y revienne, c'est l'Union Berlin, parce que là, cette fois, ça y est, l'Union Berlin est lanterne rouge, actuellement en Bundesliga. Les insuccès répétés, malgré un match nul intéressant en Ligue des Champions, contre Naples, l'Union Berlin n'arrive pas à enchaîner les victoires. En fait, ils n'ont aucune victoire depuis plus de 2 mois. Et moi, je me pose la question, parce que le mercato va approcher, est-ce que cette équipe-là ne devrait pas justement se mettre en mode et penser son recrutement en fonction de ça, lutte pour éviter la relégation et donc d'avoir des joueurs qui sont un peu dans cet état d'esprit. Parce que, qu'on le veuille ou non, moi, je pense que cette équipe-là a ce qu'il faut sur papier pour éviter d'être relégué quand même. Peu importe si le classement sera 13e ou 14e, on dirait que c'est une mauvaise saison, mais on aura réussi à sauver les meubles et on pourra toujours revenir à des bases telles qu'on avait l'habitude avec cette équipe l'année prochaine, par exemple. Mais il faut y passer maintenant. Puis moi, je me dis qu'il y a peut-être des joueurs dont l'Union devrait peut-être songer à se départir et d'aller chercher d'autres profils qui correspondent un peu plus à ce que, justement, l'Union Berlin doit entreprendre si cette équipe veut éviter la relégation. Qu'est-ce que tu en penses, David? Alors, on va commencer par le petit bout de la lorgnette, comme on dit, cette expression. Rani Kedira, je cite un joueur, puis on va ouvrir sur tout le reste, est indispensable aujourd'hui à l'Union Berlin. Il y a besoin de joueurs qui ont conscience que le niveau de l'équipe n'est pas forcément d'être européen. Et il faut, et apparemment c'est compliqué, moi je ne suis pas sportif de haut niveau, donc c'est difficile de mesurer cela. Il faut basculer de l'euphorie de on est monté d'une division à une autre, puis de la deuxième à la première, et on n'a pas cessé depuis la montée avec Urs Fischer de monter au classement. Aujourd'hui, Urs Fischer avait prévenu d'ailleurs en début de saison, il avait dit, maintenant il a été limogé, mais il était encore bien sûr en place, enfin il est parti disons, mais il était encore en place et il avait dit cette saison ça risque d'être le maintien qu'il va falloir jouer. Et il avait évidemment raison. Et je parle de Kedira parce qu'il est un espoir pour stabiliser un peu tout ça. Il y a énormément de joueurs, on peut en citer quelques-uns, 5 ou 6, qui ne sont pas à leur niveau. Robin Gosens, recrue dispendieuse, n'est pas à son niveau. Jérôme Roussillon n'est pas à son niveau. Diogo Leite, le portugais, n'est pas à son niveau. Christopher Trimmel, capitaine, fait ce qu'il peut. Sous-entendu, il ne peut pas forcément beaucoup plus. Bonucci est terminé, pour parler comme Arnold Schwarzenegger, l'italien en défense. Il est cramé, il est fini. Robin Knorre n'a plus le rayonnement qu'il avait par le passé. Lucas Touzard n'a pas retrouvé un second souffle après Berlin. Alex Kral, venu de Schalke, n'a pas l'influence qu'il avait à Schalke encore. Laïdouni pourrait être un espoir, le Tunisien au milieu de terrain, mais... On avait vu à la Coupe du Monde. Oui, un joueur intéressant, mais lui non plus n'arrive pas à emmener les autres derrière lui. Kevin Folland est fini, semble-t-il. En tout cas, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Kevin Behrens n'a pas passé le palier supplémentaire en attaque comme avant-centre pour qu'on puisse dire bon ben voilà, lui, il fait peur. Alors, il y a Fofana, la jeunesse de Fofana, c'est intéressant. Oui, il y a Geraldo Becker, c'est les deux seuls joueurs qui sont explosifs, mais on dirait que personne n'arrive à produire. Ben des oui. fois, ça se joue à quelques millimètres. Tu parlais de Behrens.
j'ai jamais vu un attaquant plus malchanceux que lui. Il anticipe des fois des jeux de l'adversaire et ça crée des interceptions à l'avantage de l'Union Berlin. Mais malheureusement pour lui, il ne concrétise pas ses chances parce que ses ballons ratent le cadre de justesse ou quoi que ce soit. Ça arrive trop souvent. Et c'est une équipe aussi, ça c'est un constat que j'ai fait dans mon autre émission qui s'appelle Terminator Foot. C'est une des équipes où le pourcentage de réussite de passe est parmi les plus faibles de la Bundesliga. On a du mal à rejoindre 70% de réussite, alors que pour au moins être un peu plus mordant sur le terrain, il faut au moins que tu passes le 75 si ce n'est pas le 80% de passes réussies dans un match. Et moi, je me demande si, justement, collectivement, est-ce que les joueurs s'accordent entre eux aussi? Et peut-être qu'il faudrait regarder de ce côté-là dans l'analyse aussi par rapport au nom que tu as mentionné. Oui, alors après, l'Union Berlin a changé de cap très clairement. Il n'y avait aucun recrutement dispendieux par le passé. Là, on a fait un recrutement. On voulait bien paraître en Ligue des Champions et peut-être que là, on a fait une erreur, alors qu'avant, dans les autres compétitions européennes, on les a abordés un peu avec le même genre de joueurs, le même genre d'équipe. On n'a pas si mal fait. On n'a pas gravi les étapes trop vite, mais là, peut-être rendu en Ligue des Champions, on s'est dit il nous faut des joueurs qui ont cette étiquette-là pour nous aider. Tout à fait. Et en fait, collectivement, ça n'a pas aidé l'équipe au bout du compte, malgré les gros noms. Oui, je crois qu'on est dans le vrai avec ça. Après, Urs Fischer a fait énormément de très belles choses, presque extraordinaires avec ce club de l'Union Berlin, bien sûr. Et peut-être qu'à un moment aussi, le discours passe moins avec certains joueurs qui sont arrivés. Leonardo Bonucci a tout réussi en Italie avec sa sélection, avec Mais il y avait des signes déjà son de club aussi. avec c'est clair. Juventus, tu vois. Ah oui. Si vous interrogez les Italiens aujourd'hui, ils vous disent qu'il n'y avait pas d'espoir à avoir avec ce joueur. Même si ça a été une sensation à sa venue et il y a eu cette euphorie l'été dernier à Berlin, quand on fait venir Folland, quand on fait venir Bonucci, quand on fait venir Gossens, quand on fait venir Lucas Touzard, qui quand même à Lyon était un sacré joueur. Il faut pas négliger les valeurs individuelles, mais aujourd'hui ça n'a pas pris. Alors la grande question, je n'ai pas de réponse encore, la grande question c'est, vont-ils pouvoir passer dans un mode plus modeste, dans un mode guerrier, dans un mode on va chercher les matchs nuls à défaut d'obtenir les victoires pour se stabiliser un peu au classement, se redonner un petit peu d'espoir. On va le savoir d'ici la fin de l'année civile, mais pour l'instant, c'est la grande interrogation à Berlin, c'est clair. C'est clair. Puis je vais conclure sur Robin Gosens. Je pense que c'était déjà écrit sur son profil que défensivement, c'était plus faible qu'à l'attaque. Et j'ai encore en tête son erreur défensive qui a coûté un but. D'ailleurs, on dirait que pour l'Union Berlin, chaque erreur leur coûte cher. Et le paye cash à chaque fois. Mais bon, j'ai hâte de voir comment ils vont aborder justement le recrutement cet hiver. Est-ce qu'ils vont vendre justement leurs joueurs qu'ils avaient été cherchés en fonction de la Ligue des Champions, puis là, ça ne leur servira plus. Et on va pas plutôt aller chercher des joueurs un peu plus, qui symbolisent un peu plus l'esprit de combat, et aussi pour rafraîchir un peu le vestiaire. Je pense que cette équipe-là en a besoin pour que mentalement, ils se remettent dans les dispositions auxquelles on était habitué avec cette équipe-là. Parce que je trouverais ça triste pour Urs Fischer qui a travaillé dur avec cette équipe pendant des années. On sent que c'est son empreinte, que c'est lui qui mène le bateau. Et j'avais le sentiment que malgré la série des succès, que les joueurs ne jouaient pas contre leur entraîneur, mais il y avait quelque chose qui visiblement clochait. Puis là, quand Urs Fischer a essayé de changer les formations tactiques pour tenter de trouver une solution, tout de suite, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui clochait vraiment. D'abord par rapport à l'effectif, puis aussi par le fait que là, cette équipe-là, mentalement, elle est dans le cru complètement. Là. C'est vraiment dans les abysses. Donc, peut-être que la pause hivernale leur fera beaucoup de bien, mais il va falloir se mettre en mode combat. Là. Il n'y a que 5 points de retard sur le 12e, 5 points de retard sur le Werder Brême. Donc, on peut encore changer de calibre, changer de braquet. Oui, puis Cologne et Mayence ont du mal. Cologne, là, en attaque, c'est très pauvre. En finition, on a beaucoup de mal à marquer des buts. Mayence, on a une jeune sensation dont on parlera probablement dans le futur, mais ça reste encore très brouillon par moment. Oui, il y a encore des équipes très prenables. Les écarts de points ne sont pas infranchissables pour l'Union Berlin. Je pense qu'il y a encore assez de joueurs, notamment des jeunes. Moi, je pense que Brandon Aronson, si on le fait jouer plus souvent, il peut apporter quelque chose à cette équipe. Peut-être faudra lui faire confiance, mais il y a selon moi 2 points qu'il va falloir qu'on améliore, peu importe le recrutement qu'on fasse. Il va falloir que techniquement les passes soient plus précises, soient plus réussies, donc collectivement qu'on joue mieux. Et aussi, il va falloir que
au-delà de ça, il va falloir qu'on trouve une façon de mieux finir quand on a des chances de marquer. Surtout quand on arrive à créer des revirements, là, on ne peut pas se permettre de rater des chances de faire mal à l'adversaire. Puis le dernier point, ben, je pense qu'il va falloir revenir à certaines bases, notamment sur le plan défensif. C'est une équipe qui défensivement était plutôt solide dans les dernières années. Là, c'est clair que on a un peu, pardonne-moi l'expression, on a un peu déflamboxé cette défense. Euh, donc, on l'a un peu fait trembler, ne serait-ce que parce que tu as dit l'acquisition de Bonucci. Il faudrait peut-être donc revenir à certaines bases là, qui marchaient avec l'Union Berlin, peut-être. Donc, voir le recrutement là, en fonction de ça. Ensuite, on va parler maintenant un peu de l'Eintracht Francfort, qui est aussi dans le portrait des compétitions européennes. C'est encore une équipe qui est régulièrement dans le haut du panier. Mais en début de saison, rappelle-toi, on avait parlé de comment cette équipe pouvait vivre sans son attaquant Randal Colomwani, en plus d'avoir vendu d'autres jeunes attaquants avant d'avoir cédé Colomwani au PSG. Donc, on se disait, qui allait marquer des buts pour cette équipe? Eh bien, je pense que maintenant, David, on a trouvé la réponse. Puisqu'on a un jeune joueur égyptien, Omar Marmouche, qui commence à empiler des buts. On a un jeune Algérien, Fares Chaibi, qui alimente le jeu. Puis on a d'autres joueurs qui commencent à contribuer. Et au bout du compte, on s'aperçoit que Top Moller, l'entraîneur, son style devient de plus en plus visible et que cette équipe-là progresse dans la bonne direction. Je parlais tantôt du manque de finition de Cologne, mais justement, au début de saison, on cherchait la finition du côté de l'Eintracht Francfort. Et là, il semble qu'on l'ait trouvé, sans qu'on ait renié le style que Top Moller veut mettre en place. Alors donc, ma question, c'est en quoi le style de Top Moller est pour quelque chose dans la réussite du club et dans l'émergence de ces jeunes joueurs qu'on ne connaissait pas, que sont Omar Marmouche, Fares Chaibi et les autres? Ben, il a forcément tâtonné parce qu'il avait plusieurs options, certaines un peu éventées, il faut bien le dire, un peu blettes, comme Lucas Alario qui n'a pas retrouvé ni la confiance ni le niveau physique qu'il aimerait. Pour parler d'un avant-centre. Ansgar Knauf peine un petit peu, on parle des attaquants là, hein, peine un petit peu à sortir de son cocon. On l'avait trouvé intéressant à Dortmund, mais derrière, il faut trouver de la constance. C'est peut-être l'une des choses les plus difficiles. Le Norvégien Auge n'a peut-être pas donné à l'entraîneur non plus toutes les garanties qu'il aurait aimé. Jesse Gankam, l'Allemand, puisqu'il a la double nationalité, camerounaise et allemande, est complètement en dessous pour l'instant. Il rame pour revenir un petit peu aux espoirs qu'on avait placés en lui, mais il est encore en dessous aujourd'hui. Mario Götze, c'est Mario Götze qu'on connaît de ces dernières années, donc il y a des choses intéressantes, mais c'est pas très constant là non plus. Mais il y a quand même des choses intéressantes et l'entraîneur a fini par trouver aussi des ancrages. Elias Sriri, qui était très intéressant à Cologne, peut être J'aurais dû le mentionner lui aussi. Voilà, peut être une pièce maîtresse pour cette équipe, pour légèrement surperformer. C'est ce qu'on attendrait d'un joueur comme ça, parce qu'il a beaucoup à montrer sur un terrain, au milieu de terrain en particulier. Oui, puis il y a l'émergence aussi d'Ansgar Naf, je crois. Oui, absolument. Et puis, il y a un autre joueur qu'il faut garder à l'esprit, mais un peu plus en arrière, c'est Smolcic. Ah ben oui, c'est vrai. Pour la Croatie, Philippe Max. Et on aimerait bien aussi qu'il retrouve un niveau pour alimenter avec des centres. Il est très très bon dans cet aspect du jeu pour alimenter avec des centres l'équipe. Donc je pense que plus qu'un style de jeu Top Muller, c'est la constitution d'un puzzle dont les pièces commencent à s'assembler correctement. Alors avec des choix, on a dit qu'il y a des choix qui ont mené un petit peu à l'échec. Il y a eu des départs aussi. Tu parlais de Colomwani, Lindström également, ça pèse. Mais voilà, il est en train de trouver peut-être son 11, légèrement élargi, et ça peut suffire pour se qualifier pour la suite de la campagne européenne, je pense. Et puis en championnat, on est un petit peu dans les eaux de Hoffenheim, c'est-à-dire 5, 6, 7, 8e. Difficile pour moi d'imaginer quand même, Mathieu, que Francfort puisse se mêler à une place en Ligue des Champions, parce qu'il y a quand même des écuries plus grosses devant. Donc pour faire une belle saison européenne, oui. Pour faire un championnat où on va être en capacité de se qualifier pour une nouvelle campagne européenne en 24-25, oui. Mais mieux, c'est difficile à imaginer aujourd'hui. Mais tu as raison. Top Muller a trouvé maintenant une sorte d'alchimie, a trouvé des solutions, a trouvé
là aussi une forme d'équilibre et cette équipe, elle est à sa place, on va dire, aujourd'hui. En quelque part, considérant les joueurs qui sont partis et un Randall Colomwani qui est parti, d'être encore dans le portrait d'une compétition européenne, non Et seulement voilà. d'être compétitif en ce Ouais, moment, parce que ouais. les chances de se qualifier sont très bonnes, et au bilan de mi-saison, on va en parler de ça, des compétitions européennes, parce que les équipes allemandes font très bien dans ces compétitions-là. On pourra parler de Fribourg, entre autres, et du Bayer Leverkusen, bien sûr, et des équipes en Ligue des Champions. Tu as déjà évoqué le Bayern Munich, bien sûr. Mais ils sont encore en position pour se classer encore la saison prochaine. J'ai l'impression qu'on sait où on se situe puis on sait où on veut aller. Moi, c'est ça qui me rassure du côté de Francfort. C'est comme si cette équipe sait un peu où elle est sa place. Donc, un jour, ils seront top 4 s'ils sentent qu'ils ont la possibilité de le faire, mais s'ils sentent qu'ils n'iront pas, ils n'en font pas tout un plat, on dirait, ils se concentrent sur ce qu'ils font là. Et là, je trouve que de match en match, ben, cette équipe-là devient redoutable parce qu'elle a confiance, elle a trouvé ses ancrages, comme tu dis. Et ça, c'est une équipe qui trouve ses ancrages, ben, c'est toujours mieux. Et elle gagne les matchs qu'elle est censée gagner à ce moment-là, même contre des équipes qui sont un peu, sur papier, du même niveau. Alors ça, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, parce qu'au début de saison, on avait beaucoup de points d'interrogation, et là, plusieurs semblent avoir trouvé réponse. Et ça, c'est toujours bon quand une équipe trouve des réponses à ces nombreux points d'interrogation. Dernier point pour finir l'émission, David, on va parler de Dortmund. Parce que Dortmund fait très bien en Ligue des Champions, justement, surtout dans un groupe de la mort, même si la qualification n'est pas faite encore. Par contre, Dortmund, une semaine, ça a de superbes performances, même en Bundesliga aussi. C'est bon en Ligue des Champions aussi, bien contre des équipes de très fort calibre. Mais des fois, on a l'impression qu'on est complètement déclassé. Comme lors du Classicaire, on n'a jamais fait le poids contre le Bayern de Munich. On s'est effondré très rapidement. Puis il y a d'autres matchs où c'est comme ça aussi. Puis encore une fois, j'en reviens. Je sais que c'est une récurrente chez moi, mais c'est pas de ma faute. Pourquoi cette inconstance dans les performances de Dortmund? Pourquoi une journée, cette équipe-là bat des équipes sur papier qui seraient peut-être classées plus fortes et arrive à les surmonter par offrir des performances extraordinaires? Puis de d'autres, on arrive, comme le Classica face au Bayern ou dans d'autres matchs, et on se fonde, mais complètement. Mais complètement, on disparaît tout d'un coup. Comment on explique cette inconstance en forme, pardonne-moi l'image, de montagne russe? Est-ce que c'est encore la faute de Terzic, qui a l'air un peu un entraîneur qui manque d'émotion des fois, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que c'est le recrutement, encore une fois, le manque de caractère dans cette équipe par rapport à une forme d'adversité où on ne trouve pas le répondant dans certaines situations puis on le trouve dans d'autres? J'ai vraiment du mal à m'expliquer comment cette équipe-là peut être aussi inconstante, et c'est encore plus marqué cette saison que les saisons précédentes, en fait. Oui, alors c'est quand même le mystère. Alors on peut donner des éléments, j'en ai quelques-uns à l'esprit. C'est quand même le mystère. J'ai souvenir à l'occasion d'une émission de débrief du lundi sur sur la chaîne Les Confrères de Sky, il y a un commentateur vedette en Allemagne qui s'appelle Wolf Fuß, qui fait une émission de débrief le lundi et il discutait avec son collègue en plateau en disant oh, honnêtement, c'est vraiment incompréhensible. C'est vraiment incompréhensible. C'est cette capacité à faire une super perf indiscutable, aller et retour en Angleterre et en Allemagne contre Newcastle, gagner 6 points en Ligue des Champions, renverser le groupe. Rien n'est fait, hein, on est bien d'accord. Il y a encore AC Milan et PSG à affronter, mais Dortmund est en tête de son groupe, avec des perfs, des vrais perfs. Et en championnat, se faire littéralement ramasser par le Bayern et perdre des matchs importants sans qu'on ait l'impression que Dortmund puisse réellement rivaliser. Il y a quand même des sacrés mystères. Emre Can, c'est un peu un mystère. Marcel Sabitzer qui a été si bon contre l'équipe d'Allemagne avec Avec l'Autriche là, l'Autriche, bien il y a sûr. quelques jours, était également un mystère, ne Mais s'exprime c'était un pas. mystère avec Manchester United. En fait, depuis qu'il a quitté Leipzig, c'est devenu un mystère. Je suis désolé de le dire. Félix Mecha, on met de grands espoirs sur ce milieu de terrain défensif en disant voilà un homme avec une envergure qui peut peut-être prendre un peu le costume au milieu de terrain pour organiser tout ça. C'est pas encore extrêmement très très fort. Il y a quand même le meilleur gardien du championnat dans les buts, le Suisse Kobel, et le meilleur attaquant du pays jusqu'à preuve du contraire, Niklas Füllkrug en attaque. Et ni l'un ni l'autre ne sont vraiment. Alors, si Kobel arrive quand même à sauver beaucoup de situations compliquées dans les buts. Mais devant, Daniel Malen, Karim Adeyemi, c'est pas très très constant. Duranville, on attend son retour, le Belge.
Si on est obligé de s'en remettre à un jeune attaquant, ça veut bien dire qu'il y a un souci. Moukoko râle parce qu'il ne joue pas assez. Sébastien Haller se remet avec difficulté. C'est évidemment normal et légitime de son cancer qu'il a guéri. Bino Gittens, l'anglais, c'est pareil. On pourrait placer des espoirs sur lui, mais il est encore très très jeune au milieu de terrain. Moi, Mathieu, que Edin Terzic reste un problème. C'est-à-dire que j'ai souvenir d'avoir discuté en début de saison, en août et septembre, avec un confrère spécialisé sur Dortmund, un ami allemand, qui m'a dit, moi j'ai bon espoir que l'équipe se mette en place petit à petit, qu'il faille du temps dans la saison pour que on trouve la mayonnaise, que ça fonctionne. Ben aujourd'hui, l'incertitude est toujours aussi grande. Et donc, il faut bien trouver une semblant d'explication. Et moi, j'ai la sensation, c'est instinctif, que Edin Terzic a souffert de la fin de saison dernière. On en est loin maintenant parce que c'était en mai et on est désormais fin novembre. Mais j'ai pas la sensation que Dortmund ait vraiment digéré la perte de ce titre. C'était la meilleure chance sur les 10 dernières années. Ils étaient champions à la 89e minute. Et finalement, il laisse échapper ce titre. Et j'ai l'impression que le traumatisme est plus ample qu'on ne veut bien le dire, que la plaie est plus béante qu'on ne veut bien le dire. Je ne sais pas comment ça se mesure, ça, parce que c'est psychologique, c'est mental. Terzic est touché, forcément. Ses joueurs aussi. Et puis après, là où nous sommes incompétents et où, sur ce terrain-là, je ne veux pas m'aventurer, c'est sur les compétences technico-tactiques. Dortmund peut faire des coups. Contre Newcastle, ce sont des coups. Ce sont de formidables matchs de Coupe d'Europe, de matchs de Ligue des Champions. Mais ce qu'ils ont pris contre le Bayern, alors oui, on peut trouver 5-10 minutes pendant le match où ça aurait pu basculer, où ils auraient pu, avec un peu de chance, marquer un but qui aurait pu être décisif, mais ce sont des hypothèses, des conjectures. Et aujourd'hui, Dortmund m'inquiète un peu. Et je ne suis pas convaincu, si on ajoute Leverkusen, le Bayern, la menace RB Leipzig, éventuellement un trublion, peut-être Offenheim, peut-être un autre club aussi, je ne suis pas convaincu aujourd'hui qu'on puisse dire que Dortmund sera dans les 4 premiers. Ça reste une vraie incertitude et un vrai mystère pour moi, même si, encore une fois, on a quelques éléments d'explication que j'ai essayé de donner là. Ouais, puis il y a seulement, je peux juste nommer pratiquement 2 joueurs qui arrivent à peut-être livrer des bonnes performances. Ben, c'est le vétéran Marco Reus et Daniel Malen. Exact. Daniel Malen, c'est le seul que j'ai vu qui s'est présenté à tous les matchs. Donc, il ne marque pas tous les matchs, mais il est présent à tous les matchs. Pour les autres, c'est inconstant, même pour Julian Brand qui s'était lancé l'an dernier. Oui. Encore une fois, il est revenu à son inconstance habituelle cette saison. Tu parlais d'Adeyemi, mais Adeyemi, des fois, je me dis, on le nomme pratiquement jamais dans un match. Puis il est souvent titulaire. Alors je me dis, mais il donne quoi à cette équipe? Et là, j'en reviens peut-être à ce que j'avais dit sur cette équipe. Peut-être qu'il va falloir changer à recruter du caractère dans cette équipe-là. Pas juste du talent, mais regarder les traits de caractère. Et c'est pas juste recruter des jeunes comme Jude Bellingham que tu vas perdre à 20 ans et là où le caractère va s'afficher tout d'un coup avec une grosse cylindrée comme le Real Madrid. Non. Il faut regarder à peu près à tous les postes. Parce que c'est clair qu'il y a quelque chose qui manque dans cette équipe-là, qui soit capable de créer un esprit de groupe pour dire « Hey, on s'en va dans cette direction-là. » Peu importe si le projet, c'est que c'est des jeunes et qu'on nous vende, on s'en va dans cette direction-là. Quelque chose de clair et limpide. Parce que là, effectivement, là, tu parles du mystère. Je pense que c'est le bon mot pour décrire Dortmund. Tu as trouvé le mot parfait. On ne le résoudra pas, selon moi, tant qu'on n'aura pas attaqué, selon moi, l'une des pièces maîtresses qui est le manque de caractère qu'il y a au sein de cette organisation. Et là, je me demande si la direction sportive qui choisit les entraîneurs et tu regardes l'entraîneur, on se demande, mais est-ce que ces choix-là sont faits en fonction aussi de ces critères-là? C'est quoi exactement qu'on veut avoir à Dortmund? Je comprends qu'on veut aspirer au titre, puis je me dis que cette équipe-là a quand même certains moyens, là. C'est pas une équipe pauvre. Mais d'un autre côté, même si tu veux conserver la même orientation de développement des jeunes, il y a moyen, je pense, de mieux faire pour construire l'équipe. Et je pense que le caractère, c'est une des choses sur lesquelles il va falloir tabler. C'est là-dessus, je pense qu'on va conclure cette émission sur cette note-là. David, encore une fois, je te remercie beaucoup pour tes analyses. Et d'ici le mois prochain, lorsqu'aura lieu la pause hivernale, ça promet tout un bilan de mi-saison où on aura l'occasion justement de parler aussi d'autres équipes dont on a moins parlé, en particulier de leur performance
on va pouvoir souligner un peu où est-ce qu'on en est. Mais il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on a une certaine parité cette année, puis on a une belle course en ce moment dans la Bundesliga. On a aussi des invités surprises, comme vous aimez le dire chez vous, mais on a aussi des candidats qu'on voyait venir, mais peut-être pas aussi haut. Il y a un paquet de choses qu'il va falloir discuter. Il reste encore, je crois, 5 ou 6 matchs avant la pause. Donc, et aussi, on va parler aussi des compétitions européennes parce que, bon, en dehors de l'Union Berlin, les autres équipes allemandes carburent et performent très bien dans les compétitions européennes et on pourrait avoir 6 équipes qualifiées au tour suivant. Je pense qu'il y aura un bilan positif à en tirer d'ici un mois. N'es-tu pas d'accord avec moi? Absolument, et même l'Union Berlin peut peut-être, alors j'ai pas regardé tous les bilans de tous les groupes, mais peut encore accrocher une troisième place qui lui permet peut-être de naviguer vers l'Europa League. Ça reste une possibilité. Ça peut être aussi pour eux une espèce d'étoile à aller chercher et pour essayer de se relever parce qu'on essaye de se raccrocher un peu à tout. Oui, pour l'instant, le bilan est bon à convertir dans le fil du mois de décembre, bien sûr, et on en reparlera à la fin de l'année civile. Ah oui, si on doit finir sur une note positive, le match nul contre Naples démontre peut-être que l'Union Berlin n'est peut-être pas si loin de revenir à des bases intéressantes, même Absolument. si je pense qu'il faut des changements dans l'organisation, des changements au sein de l'effectif, mais il n'y a pas que des vilains joueurs dans cette équipe-là. On ne viendra pas me convaincre qu'il n'y a que des mauvais joueurs dans cette équipe. C'est pas possible. Ben, et surtout si tu compares à d'autres équipes allemandes qui, sur papier, selon moi, sont plus faibles. Mais ça, c'est une autre histoire. On en parlera au bilan. Et je te souhaite encore une fois un excellent mois. Bonne venue de la saison hivernale aussi. L'Oktoberfest est fini. Là. Oui. Je parlais de tradition bavaroise. Mais la saison hivernale va approcher. Donc, je vais te souhaiter un bon début d'hiver. Quoique, je dis ça parce qu'officiellement, l'hiver commence à peu près aux alentours du 20-21 décembre. On va peut-être faire le bilan avant cette date, mais la neige, elle arrive déjà. C'était ça que je voulais souligner. Alors, je souhaite donc une bonne arrivée de l'hiver et bonne continuation aussi dans tes autres missions, que ce soit la promotion de ton livre et aussi les autres activités sportives que tu couvres, comme la gymnastique et tout ça. Alors, j'ai hâte de te retrouver dans un mois. Merci beaucoup Mathieu et suivez cette Bundesliga parce qu'il y a un rythme un peu accéléré là en fin d'année avec aussi quelques matchs en milieu de semaine si ma mémoire est bonne. Donc on aura du mouvement d'ici notre prochain podcast, on aura du mouvement et d'autres surprises bien sûr. Il y en a déjà, Stuttgart est la première d'entre elles mais on en aura d'autres d'ici la fin de l'année en tout cas. En tout cas, oui, et ça va être un grand plaisir qu'on va vous retrouver dans un mois. D'ici là, bien, vous pouvez évidemment retrouver tous nos podcasts sur le compte du Cannes Football Club Plus. Et nous sommes diffusés via plusieurs plateformes comme Deezer, Spotify, Google Art Radio, iTunes, Podcast Addict, etc., etc. Donc, on se multiplie sur des ondes. On se retrouve donc d'ici un mois. D'ici là, portez-vous bien. Ici Mathieu Lemay et au nom de David Lortolari, on vous dit au revoir et à la prochaine.